Il est 9h10. 9h10, c'est le débat du jour qui commence, cher Louis Dauphren. Ben oui, en ce 18 juin, justement. Tenez, si j'étais patron d'un magasin de bricolage, peut-être que je ferais des promos aujourd'hui pour l'appel du 18 juin. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien vu, elle est très bonne. Je pense qu'il y a un franc succès. C'est une très bonne blague, vous n'avez pas pris de râteau. Non, vous allez cultiver votre jardin. Moi, je vous laisse. Il fait beau en plus. Et ben justement, je vais cultiver mon jardin et je vous retrouve demain matin à partir de 6h30. L'avantage de commencer tôt, c'est qu'il fait encore frais parce que la journée va être très chaude. Allez, voilà, sur la Presse.point météo, je vous laisse pour le débat du jour. Merci Pierre Hugues. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. On a besoin de se détendre un petit peu dans une actualité qui ne prête pas à la détente, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout si on regarde du côté du Proche-Orient dont on va parler au début, avec le conflit Israël-Iran, le chaos, le risque de chaos et puis la volonté peut-être de changer de régime. Mais comment en Iran? Ça paraît quand même extrêmement délicat, difficile. Peut-on s'interroger sur les buts de guerre, voire sur la notion de guerre juste? On verra ce qu'il en est avec nos débatteurs. On parlera également de la capacité à débattre en démocratie. Il y a un colloque qui se tient sur le sujet pour que vive la démocratie. C'est demain. C'est organisé à l'Assemblée nationale et l'un de nos débatteurs y participe. Et puis le christianisme qui reste en tête des religions dans le monde, si on peut dire. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de concurrence forcément, mais on regarde quand même les statistiques de près. Mais l'islam a connu la croissance la plus rapide de la décennie. Quelle question cela pose-t-il? Et puis on parlera des retraites pour conclure. Antoine Colonna et Stéphane Rosès sont des nôtres. Antoine Colonna, rédacteur en chef du Spectacle du Monde. Bonjour Antoine. Et Stéphane Rosès, politologue, ancien directeur de l'Institut CSA, qui préside la société de conseil CAP, qui participe donc à ce colloque demain à l'Assemblée. Diversité d'été, débattre pour que vive la démocratie, que je citais à l'instant. Bonjour Stéphane. Bonjour Louis. Vous avez publié par ailleurs Chaos, essai sur les imaginaires des peuples aux éditions du CERF. Est-ce qu'on risque le chaos au Proche-Orient, Stéphane, là? Disons que le monde connaît une situation de chaos généralisé. Ça vient du fait que les peuples se sentent dessaisis de la maîtrise de leur destin, du fait du type de globalisation que l'on connaît. Autrefois, le cours des choses était dicté par les communautés humaines. Maintenant, ce sont les marchés, la technique. Donc, toutes les civilisations connaissent une situation chaotique. Et par ailleurs, il y a des conflits ancrés qui existent, mais partout, il y a une montée effectivement aux extrêmes, avec là la possibilité de voir Israël peut-être accompagné des États-Unis passer d'une guerre préventive face à la menace nucléaire à un renversement de régime, c'est un peu différent. Ça, on peut l'envisager, le renversement de régime, Antoine Colonna, parce que Emmanuel Macron a exprimé quand même des réserves assez nettes sur le sujet. Oui, il y a deux questions, effectivement. La première question, c'est quel est l'objectif militaire poursuivi par Israël aujourd'hui, depuis 5 jours de frappe en Iran et de réponse iranienne sur le territoire israélien, y compris dans les villes, au cœur des villes israéliennes de Tel Aviv, Haïfa, etc. Officiellement, le but stratégique des Israéliens, c'est de décapiter l'appareil militaire iranien, qui est une menace existentielle considérée comme telle par Israël, et d'affaiblir aussi le potentiel nucléaire iranien. Officiellement, et également officiellement donc, l'Israël ne veut pas changer le régime en Iran. J'étais à l'ambassade d'Israël hier pour une interview, et ils m'ont dit clairement, notre but n'est pas de changer le régime. En revanche, ça peut être une conséquence, comme on a fait en Syrie. On a frappé le Hezbollah, ça a précipité la chute d'Assad. Mais leur objectif officiel, aujourd'hui, n'est pas le changement de régime en Iran. Pour ce qui est de la position du président français, effectivement, il a raison de dire que les épisodes précédents de changement de régime à travers notamment cette région-là, mais jusqu'en Libye, etc., ont été désastreux. Ont été plus que désastreux, alors qu'ils étaient prévus. Alors que, c'était évident pour la critique des experts internationaux qu'il fallait pas faire des changements de régime comme ça. Le problème de l'Iran est un peu différent parce que il y a sans doute 3/3 je schématise très vite et puis j'ai un spécialiste des sondages qui pourra me dire si je me trompe, mais
En Iran, il y a à peu près 3 tiers de population. Le premier tiers est très opposé au régime, le second très favorable, et le troisième, évidemment, attend de basculer dans un camp ou dans un autre. L'Iran est un pays extrêmement fragmenté, y compris ethniquement. Et donc, un changement de régime pourrait être effectivement incarné par le prince Reza Pahlavi, qui est en exil, évidemment, depuis 40 ans, 50 ans, oui. Donc, c'est à suivre. Après tout, les Américains ont contribué au changement de régime en Iran déjà. Plusieurs fois, au moins 2 reprises. Ils ont l'habitude, ils ont quand même une certaine, comment dirais-je, antériorité. Mais pas pour le meilleur, en général. Pas pour le meilleur. Est-ce qu'on pourrait imaginer un retour du Shah? Parce que c'est ce que vous semblez indiquer quand même. Disons que l'opposition iranienne aujourd'hui est très fragmentée aussi, très, très divisée en plus de sa fragmentation. Ils ont déjà essayé de faire des plateformes communes, mais chacun a claqué la porte. Malgré tout, il est clair que la personnalité de Reza Pahlavi serait la plus consensuelle, elle serait très acceptée par la plupart des partenaires internationaux, y compris dans le Golfe, et ça comptera aussi pour l'Iran de demain, y compris par Israël, y compris par les Occidentaux. Voilà, c'est quelqu'un d'assez modéré qui voudra sans doute faire une monarchie constitutionnelle et vouloir le bien de son peuple. En tout cas, ça a l'air d'être son programme. C'est pas un fanatique. Maintenant, évidemment, arriver, c'est un peu comme toujours la problématique, arriver dans les wagons plombés de l'étranger, ça s'est déjà vu dans l'histoire ici ou l'autre, ça peut être compliqué. Stéphane Rosès, est-ce que la capacité d'un pays à faire la guerre dépend de l'adhésion de la population à cette entreprise de guerre? Vous qui avez déjà étudié le sujet pour le gouvernement français ou pour les autorités? Oui, confidentiellement, lors des conflits comme son heure, nous sommes à l'ère des guerres hybrides où les guerres se remportent d'abord par la conquête des esprits avant même ce qui se passe sur le front. Quelle que soit la modalité de la guerre, un pays ne peut pas s'y engager s'il n'a pas l'adhésion de son peuple. Que ça soit d'ailleurs une démocratie libérale où il y a des sondages, une opinion publique bien sûr, mais même pour un régime autoritaire ou dictatorial, parce que la guerre, ce sont des morts. Et au fond, quels sont les critères qui fait l'adhésion d'une opinion à une guerre? C'est d'abord de bien repérer les buts de guerre. Il faut qu'ils soient stables, il faut les voir. Ainsi, pendant la guerre au Kosovo, c'était pas clair. La première guerre d'Irak, après l'ultimatum auquel Saddam Hussein a refusé, la première, avec le Koweït. 91. Voilà, les choses étaient claires. Sur l'Ukraine, les choses, l'opinion publique est d'accord pour soutenir économiquement, mais pas pour envoyer des troupes. Bref, il faut d'abord repérer... Pourquoi le but n'est pas clair? Parce que pour l'Ukraine, on pourrait dire c'est l'intégrité du territoire. Mais justement, j'arrive au deuxième critère. Il faut que le pays ait une prise sur le cours des choses. Or là, même si spontanément l'opinion est du côté ukrainien, parce que l'agresseur, le coupable, est en première ligne la Russie, ce qui s'y passe ne dépend pas seulement de la France et même de l'Europe, c'est le moins qu'on puisse dire. Troisième critère, il faut qu'il y ait une cohérence entre les fins politiques et les moyens militaires. Bref, on ne peut pas emporter une guerre si on n'a pas le soutien de son peuple. 2, il faut des critères liés quand même, c'est la phrase de Clausewitz, la guerre et la politique par d'autres moyens. Donc même en temps de guerre, la politique au sens du soutien du peuple à ses dirigeants est la variable essentielle. Comment évaluer le soutien de l'opinion israélienne et de l'opinion iranienne, deux pays qui vivent dans des mondes
assez différent, même si la société civile iranienne est assez proche de la société civile israélienne dans certains aspects. Alors pour ce qui est de la société civile israélienne, évidemment, elle est traumatisée par le 7 octobre. Si vous rapportez en termes de chiffres ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, il faut multiplier sans doute par 10 ce qui aurait pu se passer en France. Ils ont été frappés en pleine surprise. Ils pensaient qu'il y avait une paix plus ou moins possible avec les Palestiniens. Ils pensaient que le Hamas était à peu près endormi. Donc ça a été un électrochoc que les gens ont vécu évidemment le 7 octobre. Et puis il y a l'affaire des otages qui tous les jours évidemment amène une émotion légitime dans l'opinion publique israélienne. Ce qui a aussi divisé l'opinion publique israélienne entre deux blocs. Là, ce qui se passe aujourd'hui avec ces tirs israéliens contre l'Iran recueille et ressoude complètement Israël autour de Benjamin Netanyahou. Parce que, malgré tout, les Israéliens considèrent que la tête de la pieuvre qui les agresse, eh bien, elle est à Téhéran. Donc, que ce soit le Hamas, que ce soit Hezbollah, que ce soit les Houthis, il y a une logique. Et d'ailleurs, quand j'étais en Israël juste après le 7 octobre, les chercheurs que j'avais rencontrés me disaient « Mais notre plan est très clair, on ira jusqu'à Téhéran. » Étape par étape. D'abord le Hamas, ensuite le Hezbollah, et après Téhéran. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. On peut ajouter à ça aussi que ça s'est produit tactiquement, puisqu'il y a eu plusieurs vagues d'échanges entre l'Iran et Israël qui ont quasiment anéanti les capacités de défense aérienne militaire iranienne. Donc aujourd'hui, ils peuvent riposter en tirant des missiles, y compris des missiles balistiques, et il y aura peut-être, les Iraniens l'annoncent, des surprises, c'est-à-dire encore des missiles plus puissants qu'on n'avait pas forcément vu venir. On va voir, ça c'est l'actualité. Mais en tout cas, le plan, il est là. L'opinion israélienne aujourd'hui, oui, elle est derrière son gouvernement. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Côté iranien. Et alors côté iranien, j'ai moins de lisibilité. Et je reviendrai peut-être à ce qu'on pouvait dire tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment ces trois tiers. Il y a encore une fois un tiers qui est plus que jamais derrière le régime. On voit les manifestations des gens qui pleurent leurs officiers supérieurs, les commandements de la révolution, parce que la République islamique est une république évidemment islamique, comme son nom l'indique, mais aussi révolutionnaire. Et les deux se mélangent. Ce sont des chiites révolutionnaires. C'est quelque chose c'est un cocktail qui démultiplie la dramaturgie politique, qui démultiplie l'affichage. Donc ces gens-là sont complètement fanatisés avec leur gouvernement, qui considère être la voie juste, la voie de la paix dans le monde, etc. Il faut se mettre aussi à la place des gens de l'autre côté du miroir. Donc voilà. Après, il y a avec un sentiment de persécution. Exactement. Il y a des gens qui voient tomber des missiles sur eux, une interdiction d'avoir un accès même au nucléaire civil, en fait, parce que c'est aussi le problème. Il y a le nucléaire militaire qui est sans doute inacceptable et le nucléaire civil. Officiellement, les Iraniens disent nous ne voulons que le nucléaire civil. C'est leur position. C'est controversé, mais voilà. Donc, je pense que l'opinion iranienne, oui, elle est assez divisée, en tout cas. On va passer à notre deuxième sujet, à moins que Stéphane, vous vouliez renchérir. Non, je suis d'accord. On va lier un petit peu les deux, vous allez voir. Antoine, oui. Les bombardements se font dans un contexte où, vous l'avez dit, la société civile iranienne est très riche. N'est-ce pas? Ce sont des Perses. Et c'est une grande civilisation. C'est un grand peuple. Le peuple iranien est un grand peuple très cultivé, très disparate. Le schisme lui-même est une singularité dans l'islam qui fait que bizarrement, dans la société iranienne, on peut relativement être d'une autre religion et y vivre. C'est très singulier, l'Iran, avec ce qu'a dit Antoine. Mais avant les frappes israélienne, depuis des années, la société civile est travaillée. Ils veulent se moderniser contre les mollahs, les Iraniens, mais comme tout le sud global, ils veulent se moderniser sans s'occidentaliser. Et c'est là où nous, occidentaux, on doit être très prudents par rapport aux idées d'ingérence et tout. Chaque civilisation, chaque peuple a une singularité et il faut respecter les évolutions
interne des sociétés, parce que c'est le bas qui fait le haut. Le problème de Bush, il pense que c'est le business qui fait la paix. Le problème des néoconservateurs qui étaient sur une position inverse de celle... j'ai dit Bush, pardon, Trump. Trump pense que le business fait la paix. C'est son erreur avec Marshall. Il pensait pouvoir bypasser la question politique palestinienne en faisant du business avec les pays arabes. L'Iran et ses proxys, enfin surtout la branche militaire du Hamas, a voulu par la terreur remettre la question qui était la leur au sein du dispositif. Mais j'appelle l'Occident à une prudence sur les tendances de fond des peuples. On ne peut pas, Antoine le disait tout à l'heure, on ne peut pas se substituer aux peuples. Il faut les laisser faire leur propre maturation. Alors, on a des statistiques, Stéphane et Antoine, qui nous intéressent en lien plus ou moins avec notre sujet, si on considère que l'islam a connu la croissance la plus rapide de la décennie, selon l'étude du Pew Research Center sur l'évolution du paysage religieux dans le monde entre 2010 et 2020. Je précise bien que c'est dans le monde. L'islam gagne 1,8 points, 25,6% de la population mondiale. Le christianisme reste la première religion. Si on regarde donc ces chiffres, avec 2,3 milliards de personnes, plus 122 millions de chrétiens. Les chrétiens restent le plus important groupe religieux dans le monde, 28,8% de la population. Voilà, on s'arrête pour les chiffres, même si cette étude, évidemment, en donne beaucoup. Est-ce que l'on peut tirer non pas quelques leçons, mais il y a une autre leçon peut-être aussi, c'est le fait que les non-croyants sont aussi de plus en plus nombreux. 1,9 milliard de personnes, soit près d'un quart de la population également, Antoine Colonna. Oui, rapidement, avant la pause, et puis on reprendra après. Alors, très rapidement, effectivement, c'est intéressant de voir ces chiffres et de voir aussi les chiffres dans les chiffres. C'est-à-dire ceux qui quittent leur religion. Ils sont beaucoup plus importants chez les chrétiens, alors que chez les musulmans, il y a une perte très marginale. De même que chez les juifs. En fait, les deux groupes étudiés avec le plus de défection, ce sont les bouddhistes et les chrétiens. Donc ça, c'est important, le fait que la défection concerne les chrétiens. Ça en dit beaucoup sur l'état des religions actuelles, sur leur logiciel, si j'ose dire, sur la manière dont ça se perpétue de génération en génération, et de la même manière que l'islam est une religion très juridique, qui organise la vie. C'est difficile d'en sortir, peut-être beaucoup plus que chez les chrétiens qui ont un petit peu perdu ce fil directeur. Dans leur et l'apostasie est punie quand même de mort dans l'islam. Par ailleurs. Voilà, ce qui est quand même plutôt un élément dissuasif. On va y revenir avec vous, Stéphane Rosès. Vous reprendrez aussi la main sur le sujet tout à l'heure pour avoir votre réaction. Et puis, comme ce sont des éléments statistiques que vous connaissez bien aussi, vous allez nous éclairer sur ces éléments. Antoine Colonna, Stéphane Rosès, qu'on retrouve dans quelques secondes après les infos que vous présente Cécile Mérieux. Puis on parlera aussi de débattre en France. Est-ce que c'est possible? Et pour que vive la démocratie, c'est un colloque qui se tient demain à l'Assemblée nationale. A tout de suite après les infos de Cécile Mérieux. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. Chaque matin dans Je pense, donc j'agis, je vous invite à la réflexion et à l'action. 1 heure pour réfléchir, creuser une question et prendre du recul sur l'actualité, puis 1 heure pour agir avec des témoignages d'acteurs de terrain et les auditeurs. Je pense, donc j'agis, du lundi au vendredi de 10h à midi sur RCF et Radio Notre-Dame. Chaque dimanche, nous sommes des millions de croyants à proclamer le credo. Mais peut-on vraiment y adhérer sans se poser des questions? À l'occasion du 1700e anniversaire du Concile de Nicée, Prions en Église et Monseigneur Drouot, évêque de Nevers, vous propose d'explorer ce texte fondateur avec simplicité et pédagogie. Le credo au-delà des mots. 5 podcasts à écouter gratuitement sur le site et l'application Prions en Église. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup.
9h30, une escale avec l'info, avec Cécile Mérieux. Bonjour. Bonjour. 6e nuit de confrontation meurtrière entre l'Iran et Israël. Les échanges de tirs se poursuivent. Les gardiens de la révolution affirment que l'Iran a tiré un missile hypersonique vers Israël. L'armée israélienne, elle, dit avoir frappé des sites de production de centrifugeuses et d'armes en Iran. Le G7 s'est clôturé hier sans grandes avancées, notamment concernant l'Ukraine. Volodymyr Zelensky est venu en personne pour plaider sa cause. Il a évoqué l'attaque meurtrière sur Kiev, signe pour lui que les Alliés doivent renforcer leur aide. Mais le sommet au Canada a été chamboulé par le départ anticipé de Donald Trump en raison du conflit entre l'Iran et Israël. Les 6 autres pays membres du G7 s'étaient mis d'accord sur une déclaration forte qui condamnerait la Russie. Or, les États-Unis s'y sont opposés. Dans la bande de Gaza, la défense civile affirme que les forces israéliennes ont tué hier plus de 50 personnes rassemblées près d'un centre de distribution de nourriture à Khan Younes, dans le sud du territoire palestinien. Les services de secours font état de plus de 200 blessés. Ils expliquent que les drones israéliens ont tiré sur des gens, puis des chars ont tiré plusieurs obus. En France, le conclave sur les retraites qui devait s'achever hier a droit à une journée de plus. Ce sera lundi prochain, le 23 juin, même si les partenaires sociaux hésitent à s'y rendre. Sans accord entre les partenaires sociaux qui peinent à s'entendre sur la réforme contestée des retraites de 2023, la loi d'Elisabeth Borne s'appliquera, a déclaré hier le Premier ministre. François Bayrou s'était engagé à saisir le Parlement en cas d'accord, même partiel. Et enfin, Citroën rappelle toutes les C3 et DS3 en Europe après un nouvel accident mortel. L'explosion de l'airbag du fabricant Takata a provoqué de très graves blessures ayant entraîné la mort d'une seconde personne en France métropole. Si vous avez une C3 ou une DS3 immatriculée entre 2008 et 2013, vous êtes incité à vous rendre près de votre concessionnaire pour qu'il remplace votre airbag. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Allez, on va reprendre sur ces statistiques sur le paysage religieux dans le monde, le Pew Research Center, et Antoine Colonna qui nous disait donc on quitte plus facilement le christianisme que l'islam en raison de peut-être de l'autorité que cette religion a sur ses propres fidèles pour les musulmans, et peut-être aussi du moins de liberté aussi qu'il aurait laissé d'une certaine façon. On va voir s'il y a d'autres éléments statistiques qui sont intéressants, la progression des non-croyants et puis le fait que le christianisme quand même reste la première religion dans le monde, plus 122 millions de fidèles. Quel regard portez-vous, Stéphane Rosès, vous qui êtes spécialiste des sondages, sur ce genre de statistiques à un niveau si global? La prévalence du christianisme vient de son universalisme et le fait que dans la tradition judéo-chrétienne, le christianisme a établi que la foi, c'était de dire « je crois en Dieu, j'aime Dieu ». Et la question de la pratique, et il y a une décorrélation plus importante entre la croyance et la pratique. Elle est possible. Ça fait l'universalisme du christianisme et le fait que le christianisme demeure la première religion et a une grande capacité d'adaptation, quels que soient les continents. Deuxième phénomène que vous citez, Antoine, c'est la montée des incroyants, des agnostiques, de l'athéisme, voilà. C'est ce qu'on appelle le phénomène de sécularisation des sociétés. C'est-à-dire que la religion a une prise moins importante, notamment dans sa dimension culturelle et politique. La religion devient affaire de croyances spirituelles, mystiques, beaucoup plus décorrélées de l'environnement culturel, politique, social. Et puis, il y a un phénomène lié à ce dont on parlait tout à l'heure. Les peuples se replient, les civilisations se replient, et donc les religions ont tendance, même si elles se restreignent,
à se durcir. Ça touche d'abord l'islam, avec la montée au sein de l'islam des courants islamistes, c'est clair. Donc il y a un prosélytisme. On a vu les rapports, par exemple, en Europe, sur la montée de l'islamisme politique. Les frères musulmans, des rapports ont été faits, des livres ont été faits, très documentés, très sérieux, inquiétants. Et une montée, je dirais, outre les frères musulmans, du salafisme. Ils divergent sur la tactique, mais pas sur la finalité. Ils veulent en Europe que s'établisse un califat. C'est dans leurs textes. Il suffit de les lire. Mais le christianisme connaît dans la dernière période une montée également d'un catholicisme plus militant, et les évangélistes se développent également. Donc, je dirais, baisse quantitative du nombre de croyants, mais montée des secteurs plus identitaires des religions, voire nettement politiques, avec bien sûr les islamistes, mais regardez les évangélistes, il y a aussi... Là aussi, il y a un militantisme important. Oui. Maintenant, si on prend juste le cas de l'islam, Antoine Colonna, l'islam semble être un défi, ou du moins l'islamisme, dans sa déclinaison politique militante, un défi sécuritaire, un défi démographique, pas tellement un défi intellectuel. On n'a pas le sentiment que le christianisme, lui, est plus dans une phase d'adaptation, réfléchit davantage à la modernité plutôt que l'islam. Est-ce que c'est une idée qui vous touche ou pas? Alors, évidemment, ce que disait Stéphane, il faut y revenir peut-être, vous avez dans l'islam et dans le christianisme des principes plus ou moins actifs. Il n'y a pas que le quantitatif. Là, on a des masses. Et donc, vous avez des principes, des branches de chacune de ces religions qui vont être plus ou moins actifs, opératifs dans les endroits où ils sont actuellement présents. Et c'est vrai que le but de l'islam en général, d'ailleurs le but du christianisme aussi, c'est le règne universel de Dieu. Dans les deux cas, on a ce but final, c'est-à-dire que la parole de Dieu doit être connue par tous et appliquée par tous, d'une certaine manière. L'islam met plus l'accent. Ce qui a changé la terre comme au ciel. Voilà, c'est ça. Ce qui a changé chez les catholiques, après Vatican II, c'est que c'était la voie unique. Il y a maintenant, on reconnaît qu'il peut y avoir d'autres appréciations. Donc, c'est ces changements-là. Et il y a moins de prosélytisme chez les catholiques aujourd'hui. Il y a quasiment plus de prosélytisme actif. Il y a un prosélytisme, je dirais, passif, assez gentil. Alors que chez les autres, ne serait-ce que par la pression sociale que fait peser l'islam, islamiste ou salafiste, tout ce que vous voulez, même dans les sociétés en France, dans une entreprise, progressivement, vous avez un grignotage qui va à la cafétéria. Tiens, tu manges ça, tu manges pas ça. Je te parle, je serre pas la main à une femme. Donc, il y a ce qui est décrit dans le livre que Stéphane citait tout à l'heure. Il y a un grignotage social qui est réel. Le catholicisme français n'est plus capable d'un grignotage social qui n'est pas forcément violent. Il ne s'agit pas de frapper les gens, voilà. Mais on a une égalité maintenant très forte dans la manière de prendre des marges et de ramener des gens à vous. Oui, parce que Stéphane Rosès. Le Christ dit il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dès le départ, dans le christianisme, il y a l'idée qu'il y a le spirituel et le temporel. Séparation des pouvoirs. Alors, dans l'histoire, il y a eu des moments, évidemment, au Moyen-Âge, jusqu'à Vatican II, des moments de confusion. Mais dès la réforme grégorienne, il y a un souci d'établir ce qui est de l'ordre du pape et ce qui est de l'ordre des souverains. Il n'y a pas ça dans le Coran. D'abord, les évangiles, c'est on parle de Dieu, alors que le Coran, c'est la voix de Dieu. Donc l'exégèse, l'herméneutique est quasi impossible, sauf chez Averroès, chez les élites.
des hyper-élites, pas le croyant lambda. Il n'y a pas d'exégèse chez le croyant lambda, contrairement au judaïsme et au christianisme. Bon, et évidemment, Vatican II vient clarifier définitivement à nouveau cette question, mais l'islam mélange le temporel et le spirituel. Mais c'est une force, la charia. C'est une force, une faiblesse, parce que si on regarde la statistique, ça gagne plutôt, puisque ça prend du monde, ça gagne du monde. En termes politiques, c'est une force, bien sûr. En termes religieux, c'est un autre débat. Je ne sais pas si c'est le bon terme, parce qu'on peut dire force, faiblesse ou bien danger. Bon. Pour moi, l'islamisme est un nouveau totalitarisme. Je distingue l'islam et l'islamisme, bien sûr. Mais au fond, la montée de l'islamisme se fait sur justement le fait que le temporel, dans son organisation même, n'apparaît plus comme une voie soit harmonieuse, soit de réappropriation de l'avenir. Donc, tant que l'organisation du monde sous la férule des marchés, de la technique, de la globalisation néolibérale au sens politique du terme, c'est-à-dire hors des souverainetés des peuples, prévaudra, alors oui, il y aura une utilisation de l'islam, l'islamisme conquérant pour que la charia, la loi de Dieu, s'impose sur la loi des hommes. Les excès inverses se renforcent toujours. Comme réponse au malaise dans les civilisations et le chaos momentané. C'est d'autant plus facile qu'effectivement, il y a un code de loi religieux. Bien sûr. Donc, puisqu'il y a ce code de loi religieux, à quoi sert la loi civile, en fait? Et c'est pas illogique, on peut adhérer ou pas, mais c'est pas... Si vous croyez en Dieu, vous dites, Dieu m'a donné une loi, qu'est-ce que les législateurs qui sont plus ou moins achetés, plus ou moins ceci, plus ou moins cela, vont m'apporter à moi qui crois en Dieu? J'ai pas besoin d'intermédiaire. Pourquoi ne pas l'appliquer, tout exactement, simplement. Oui, tout à fait. Alors que le christianisme là-dessus est évidemment beaucoup plus une autre plastique, réflexion, souple et finalement assez légaliste, quel que soit le type de pouvoir. On va parler à présent d'un rendez-vous qui se tient demain à l'Assemblée nationale auquel vous participez, Stéphane Rosès, qui s'appelle « Débattre pour que vive la démocratie », avec un certain nombre d'acteurs, de Razika Dnani à Gabriel Attal. Mais citons aussi des personnages qui sont venus ici même, sur cette antenne. Je pense à Yann Boissière, justement, qui était là il n'y a pas très longtemps, ou Monique Cantos-Perber, Delphine Orviller, etc. Je ne vais pas tous les citer. La question, c'est de débattre pour que vive la démocratie. Comme s'il était impossible de débattre aujourd'hui, ce qui, quand même, peut surprendre aujourd'hui, mais c'est une idée qu'on entend partout, que le débat est de plus en plus difficile, alors qu'il n'y a jamais eu autant de médias qui se présentaient à nous. Stéphane. Oui, d'abord parce que c'est important de débattre, mais il faut que c'est des effets. Or, la France, l'identité française, c'est la phrase de René Char: notre héritage n'est précédé d'aucun testament. On a un héritage, un imaginaire, des façons d'être, de faire, mais ce qui fait que nous tenons ensemble, c'est la construction d'un avenir. Et donc, le moteur de l'identité française, ce sont des disputes politiques communes pour construire l'avenir. La condition en est la souveraineté nationale. On est unis par nos disputes, en fait. Voilà, c'est ça. Elle est empêchée par l'Union européenne. Pourquoi ? On le voit sur les retraites ou autre chose. Les Français veulent d'abord savoir où on va avant d'envisager les réformes. Ils veulent le pourquoi avant le comment. Bien, donc ils veulent débattre, mais ils veulent débattre et c'est des effets. En France, on parle beaucoup
on débat, il y a du spectacle, il y a des invectives, mais concrètement, ça n'a pas beaucoup d'effet parce que le sommet de l'État relaie pour survivre des normes qui sont des normes économiques et juridiques. Donc il y a une contradiction entre le débat intellectuel, le débat politique, pour peser, et un cours des choses qui se déploie selon des logiques qui échappent au peuple. Donc le débat, c'est pas seulement pour avoir, et ce sera le cas, des gens avec des avis différents qui débattent entre eux. C'est pas l'hommage du vice à la vertu. Ça doit permettre d'abord de bien comprendre ce qui nous arrive et ensuite de trouver des solutions pour faire du commun. C'est organisé par les Voix de la Paix, animé par le rabbin Yann Boissière, très engagé sur les échanges entre Israéliens et Palestiniens, et c'est la philosophie de la journée. Voilà, donc ça se passe demain. Vous, Antoine Colonna, qui est journaliste, quand on discute avec des journalistes étrangers ou des observateurs étrangers, ils vous disent en France, en fait, on débat tout le temps. Il y a des sociétés qui donnent beaucoup moins l'impression de débattre que la nôtre parce qu'elles sont dominées par davantage de consensus, par exemple. Oui, je ne sais pas si... Non. Enfin, en tout cas, dans le monde occidental, le débat est permanent. C'est vrai que nous, les Français, on a des lettres de noblesse qu'on peut présenter à tous nos voisins. Mais on n'a pas, je pense, le monopole voilà, du débat. Je pense qu'on est aussi maintenant aujourd'hui dans le débat français et international de plus en plus enfermé par les algorithmes qui vont appauvrir le débat parce que vous avez l'illusion que tout le monde va être d'accord avec vous grâce à votre iPhone, grâce à votre Facebook, ce que vous voulez. Et quand vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, ça devient de plus en plus difficile conceptuellement parce que vous n'êtes plus habitué justement au débat. Parce que vous vous auto-nourrissez, vous vous auto-intoxiquez. D'ailleurs, un petit conseil technique, essayez de vous abonner sur vos comptes divers et variés à des gens qui pensent vraiment pas comme vous. Oui, c'est ce que je fais d'ailleurs. Voilà, ça, j'en suis sûr. Moi aussi. Mais pour les gens qui nous écoutent, peut-être ça peut être salvateur de ne pas rester enfermé, parce qu'évidemment, c'est parfois insupportable d'entendre un type que vous pensez comme un imbécile. En plus, il est de l'autre côté, vous pouvez pas l'attraper par le col. Enfin, c'est terrible. C'est très frustrant. Et c'est stimulant. Et ça peut être stimulant, voilà. Donc oui, dans le débat, il est vif en France, heureusement. Mais il faut veiller à sa qualité, il faut veiller effectivement. Mais par rapport à ce que dit Stéphane, en disant il y a finalement un pouvoir au sommital qui organise la chose avec des normes et qui impose finalement ces normes, et on n'a pas le but, si on revient d'ailleurs à la guerre juste dont on parlait tout à l'heure, on n'a pas le but de la guerre, on n'a pas le but du débat, et les Français n'aiment pas. Et les retraites, est-ce que les retraites, c'est une illustration de ça? Complètement, et je pense que de la même manière que le sens de la guerre dont on parlait tout à l'heure, dont Stéphane parlait tout à l'heure, et ben c'est pareil, c'est le sens de la société, c'est le sens de pourquoi est-ce qu'on agit, pourquoi est-ce qu'on va bouger, pourquoi est-ce qu'on va payer l'argent qu'on a gagné avec difficulté à tel ou tel type d'impôt. C'est fondamental. Et ça, pour le coup, alors ça dépend de qui d'organiser. Parce qu'il y a eu des idées d'organiser des grands débats. C'est évidemment le gouvernement. Les conventions citoyennes, tout ça, quand même, il y a un effort quand même qui est fait là-dessus. Le gouvernement est dans son rôle d'organiser ce genre de spectacle. Parce qu'il faut du pain et des jeux, et vous savez, vous connaissez la fameuse blague qui est pas très gentille, c'est la dictature, c'est ferme ta bouche, et la démocratie, c'est cause toujours. Donc c'est à nous, les débatteurs, les gens, les citoyens, de veiller à cette qualité du débat par notre propre action, par notre parole. Oui, vous avez utilisé le terme de spectacle. C'est du spectacle tant que le peuple français n'est pas souverain, tant que c'est pas lui qui décide de ce qui le concerne. Et si les peuples se replient, pour le meilleur et pour le pire, c'est justement parce que les peuples se sentent dessaisis de la maîtrise de leur destin, parce que les États ont accompagné des processus très concrets
liée surtout au sein de l'Union européenne, de dessaisissement des élus. Donc, les conventions, tout ça, c'est du spectacle, en ce que ça vise à faire croire que les Français décident, mais pour que la nation décide, il faut que les lois nationales, les normes nationales, le politique, l'emportent sur les normes européennes et les juges. C'est-à-dire que, surtout en France, c'est le politique qui dit la norme et non pas un juge autonome. Le juge, il est là pour veiller à l'état de droit. Il est là à veiller à l'équilibre des pouvoirs. Vous faites allusion à ce que disait Pierre-Rosan Vallon il n'y a pas très longtemps dans les pages du Monde, hein, absolument. L'interview est un interview antidémocratique. Alors rappelez-le justement. Rosan Vallon prétend renvoyer dos à dos le juge et le peuple souverain. Non, c'est pas ça l'état de droit. Le juge n'est pas là pour s'instituer dans une situation de double pouvoir par rapport au peuple souverain. Marcel Gauchet en a fait d'ailleurs une critique très juste dans cette interview absolument délirante d'un point de vue démocratique. Donc voilà la cause de nos malheurs, c'est quand les peuples sont privés de la maîtrise de leur destin. C'est ce qui fait le chaos, la montée des intégrismes, la montée des nationalismes, la montée des guerres. Il faut préparer le retour de la nation contre les nationalismes, sinon nous allons aller vers les guerres. Parce que ce ne sont pas les nations qui font les guerres, c'est la privation par les peuples de la maîtrise de leur destin qui fait le nationalisme et les guerres. C'est très différent, il faut être très précis sur les causes du malheur français, sinon on croit trouver des réponses qui aggravent les choses. Il faut faire le bon diagnostic, en fait. Mais dans les statuts de l'Union européenne, Stéphane et Antoine, dans les fondements de l'Union européenne, il est indiqué que le peuple participe seulement à la décision. C'est le mot participation. C'est-à-dire que le peuple n'est pas le fondement même de la démocratie. Il participe seulement. Dans l'Union européenne. Oui, il y a deux vices de pensée pour l'Union européenne. Sa devise est unie dans la diversité. C'est l'inverse du génie européen depuis Mare Nostrum. Le génie européen, c'est faire de la diversité du commun et pas l'inverse. Or, la pensée néolibérale de gauche, Rosan Vallon, ou de droite, c'est l'illusion économiciste et techniciste qu'on va rapprocher les peuples avec des mêmes normes économiques, techniques et juridiques. Voilà l'illusion des marxistes et libéraux vulgaires, parce qu'ils ne pensent pas ensemble les questions culturelles, religieuses, politiques, les rapports sociaux et les rapports géopolitiques. Donc marxistes et libéraux ici sont dans la même... Les vulgaires. Dans le même panier. Oui, les marxistes vulgaires et les libéraux vulgaires qui pensent que c'est l'infrastructure économique ou les marchés qui font le cours des choses. Eh bien non. Sinon, comment expliquer que les peuples interdépendants comme jamais au plan économique, financier et numérique se séparent humainement et politiquement? Ces gens-là ne peuvent pas donner de réponse. Quel est le peuple qui vous semble aujourd'hui le plus dans cette situation justement de sécession mentale dans l'imaginaire et de dépendance absolue? Si les Français sont les plus pessimistes au monde, c'est parce que l'imaginaire français dont je parlais tout à l'heure, qui vise à construire l'avenir à partir de disputes politiques communes,
est le plus contradictoire avec ce qui se passe au sein de l'Union européenne et ce que promeut, puisque vous l'avez cité, Pierre Rosanvallon. Donc voilà la cause de notre malheur. Donc en France, comme en Europe, comme dans le monde, il faut être du côté de Montesquieu et pas du côté de Condorcet. Montesquieu disait « La loi dépend des us et coutumes des peuples ». Le pli néolibéral qu'est Condorcet dit « La vérité est une ». La raison est une, la loi doit être la même partout dans le monde. Vous voyez, donc dès les Lumières, il y a un pli dans le libéralisme qui va faire le néolibéralisme avec la globalisation et le capitalisme financier. Donc Montesquieu plutôt que Condorcet. Antoine Colonna. Je bois du petit lait, je suis toujours heureux d'entendre Stéphane Rosès. Vous avez le droit de le contredire aussi. Eh ben, j'aimerais bien, mais je peux pas. Je voudrais bien vous faire plaisir, Louis, mais non, c'est vraiment un plaisir. On fera un débat avec écoutez, voilà, pourquoi pas. Non, mais vous seriez d'accord, Stéphane? Ah bah absolument. Moi, je crois au débat. Sur mon mur Facebook, ça va des admirateurs d'Éric Zemmour à des islamo-gauchistes. Donc, vous brassez tout le monde. Je crois au débat. Hannah Arendt disait la solitude, c'est quand on s'entoure de gens qui pensent comme vous. Je suis bien d'accord avec vous, ça c'est sûr. Antoine Colonna, peut-être. Non, sur l'Union européenne, peut-être encore un autre mot. Il n'y a pas de souverain européen. Donc, quelle souveraineté? Oui. Il n'y a pas de peuple européen. Il ne peut pas y en avoir. Il y a des peuples européens. Mais il faut s'intéresser à l'histoire et comprendre que le génie européen, c'est un espace géographique limité avec une myriade de peuples. J'ai travaillé dans le passé pour les Chinois. Les Chinois, c'est ça leur étonnement et émerveillement à propos de l'Europe. C'est un espace petit, limité, et il y a une myriade de peuples. C'est ça le génie européen. Et c'est ça le génie européen. C'est ça notre force. Or, l'Union européenne a affaibli l'Europe dans tous les domaines et elle l'a fait sortir de l'histoire. On le voit malheureusement avec la guerre en Ukraine où nous n'avons pas été maîtres des choses pour éviter ce carnage terrible qu'est la guerre en Ukraine. Eh bien, ça fait encore beaucoup de sujets de discussion que nous aurons tout le loisir de partager sur cette antenne. Merci Stéphane Rosès et merci Antoine Colonna. Stéphane Rosès, politologue, ancien directeur général de l'Institut CSA, président de la société de conseil CAP, qui participe donc cette journée demain à l'Assemblée Débattre pour que vive la démocratie, organisée par Yann Boissière de La Voix de la Paix. Et puis Antoine Colonna, qui est rédacteur en chef du spectacle. Qui sort dans 15 jours sur le thème de la guerre à la paix. Voilà. Écoutez, Antoine, fallait le dire. Heureusement que vous êtes là.